Alors, donc ça, c'était le rappel du cours. Effectivement, ça, c'est issu du principe des puissances virtuelles et ça nous donne les relations qui doivent être respectées par le tenseur des contraintes sigma. Et une relation assez importante, c'est celle-ci. C'est cette intégrale-là sur le domaine qui doit être, sur la surface qui doit être égale à 0. Elle est très importante parce que comme elle est quelle que soit V, eh bien, ça va nous définir ce qu'on appelle le vecteur contrainte. Donc, pour avoir ce vecteur contrainte, il suffit d'avoir une surface, peu importe que ça soit une surface réelle de mon solide, hein, ça c'est oméga, ça peut être une surface qui est là, voilà. Et donc ici, il suffit que j'ai une normale n, et là, automatiquement, en ce point-là, je peux calculer un vecteur contrainte. Et ce vecteur contrainte grand T, il est égal à sigma, une fois contracté à n. Mais je peux aussi le calculer à l'intérieur de oméga, sur un sous-domaine qui est à l'intérieur de oméga, en général je l'appelais D, et là j'ai une autre normale ici, qui est une normale donc à mon sous-domaine. Et bien en cette normale-là du sous-domaine, je peux aussi calculer T, avec exactement la même relation. Ici, c'est pareil, T c'est sigma une fois contracté à n. Donc en fait, le tenseur des contraintes de Cauchy va nous permettre de calculer en chaque point M de n'importe quel endroit finalement de l'intérieur et de la surface de mon solide oméga, va me permettre de calculer un vecteur contrainte. Alors ce vecteur contrainte, si en plus vous l'intégrez sur une surface, eh bien vous allez obtenir ce qu'on appelle une résultante d'effort. C'est normal, puisque votre vecteur contrainte, son unité, c'est des pascals, hein, donc c'est des newtons par mètre carré. Donc si vous intégrez sur une surface, vous allez multiplier par une surface, et donc du coup, vous allez obtenir en fait un effort. Donc des newtons, c'est ce qu'on appelle la résultante des efforts internes sur une surface donnée. Donc il faut faire cette intégrale sur la surface, et là, la surface en question, sur ma formule, je l'ai appelée d rond oméga sigma. Vous pouvez également calculer une résultante en moment en fait de ces vecteurs contraintes. Et donc là, à ce moment-là, je l'appelais M1. Pareil, vous faites l'intégrale sur la surface. Donc là, vous calculez un moment par rapport au point P. Tout ça, c'est par rapport au point P. Et le point M est en fait le point courant. C'est ce qui est marqué juste en dessous. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ça soit la normale ou le tenseur des contraintes sigma, tous ces paramètres-là, en fait, dépendent de la position du point M. Il n'y a pas de raison que sigma soit constant, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez dans le volume. Donc, il peut être variable. Est-ce que vous avez compris ce qu'était en fait ce fameux T, par exemple? Je redessine un petit peu plus gros. Lorsque je prends un sous-domaine, voilà, j'ai un T qui est là. Est-ce que vous avez compris ce que c'était que ce T-là, en fait? Ce vecteur contrainte-là, qu'est-ce qu'il représente physiquement par rapport à mon sous-domaine? Donc, on va l'appeler D pour faire simple, hein. Et puis ça, c'est oméga. Donc, ma question, c'est que représente physiquement ce vecteur contrainte T? Est-ce que quelqu'un peut me répondre là-dessus? Mais n'hésitez pas à donner des pistes déjà, hein. Vas-y Alexis, on t'écoute. Euh, Mais euh, parle fort par contre, s'il te plaît. J'allais dire je passe mon tour, mais je peux. Non, 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 passe pas ton tour, vas-y. Dis-moi ce que tu sais. Qu'est-ce qui représente physiquement? Ou ce que tu ne sais pas, je ne sais pas, hein. Ou ce que tu te souviens, ce que tu as déjà vu. Moi, je l'ai Euh, dit hein, déjà en cours, hein. Je l'ai dit en cours. Mais j'aimerais bien que vous ayez bien conscience de ce que c'est que physiquement, en fait, ces choses-là. euh, non, je sais pas vraiment. J'avouerais que. Donc pour toi, c'est quoi? C'est juste une entité mathématique? C'est juste un vecteur, c'est tout? Bah, je vois le principe que ce soit une contrainte, mais c'est un vecteur C'est contrainte, mais c'est un vecteur contrainte, mais qu'est-ce que ça signifie en fait? D'où bah, il sort? c'est D'où il donc sort? une contrainte dans une direction donnée.
Oui, mais il est dû à quoi? Pourquoi j'ai ce vecteur-là, en fait? Je dirais que c'est le cisaillement en interne, à l'intérieur du VER. Pas le cisaillement, non, c'est pas que le cisaillement, en fait. Ce sont toutes les contraintes alors qui peuvent s'appliquer au AD. Alors, oui, Euh, mais c'est pas AD, c'est en M qui fait partie de D, sur le point courant. ben, c'est la somme des efforts qu'on a dans le volume et des efforts qu'on a en surface. Quand on les applique au point M, ça nous donne le vecteur T. C'est dommage parce que c'était presque bien ce que tu as dit, sauf que tu as Ok. rajouté les efforts de volume qui n'ont rien à voir là. Ah, mince. Mais sinon, le reste, c'est bien. C'est effectivement des efforts de contact, en fait. C'est des efforts de contact de tous les autres sous-volumes D là, qui touchent aussi le sous-volume D. Donc, par exemple, bah là, j'ai un autre sous-volume là, et il vient toucher en M mon sous-domaine D, bah, c'est lui qui fait cet effort de contact là. Donc, T, en fait, c'est ce qu'on appelle un effort de contact. Alors, on l'appelle interne parce que tu voyais, il est toujours à l'intérieur, mais voilà, c'est tous les efforts de contact de toutes mes sous-domaines en fait sur mon domaine D. Donc Lisa, tu vois que c'est pas forcément lié au cisaillement, quoi. C'est vraiment tout. C'est-à-dire que je pourrais même avoir un effort normal, et à ce moment-là, je n'aurais pas de cisaillement particulièrement. Donc physiquement, en fait, T, donc ça s'appelle un vecteur contrainte, et il est lié. En fait, c'est des efforts surfaciques. Pourquoi? Parce qu'ils sont par unité de longueur, par unité de surface, pardon. Ce sont des efforts, c'est un effort surfacique de contact, donc externe à D. Alors, on dit qu'il est interne parce qu'en fait, il peut se retrouver effectivement à l'intérieur, le point M peut se retrouver à l'intérieur du solide oméga. Hein. Et puis, dans un cas très très particulier, quand votre sous-domaine D va être au contact de la surface, ici, ben là, vous pouvez avoir ce qu'on appelle des efforts surfaciques donnés, qu'on a appelé TD. Et dans ce cas-là particulier, eh bien, sur la surface des ronds oméga, bah, cette fois-ci, alors je l'appelais des ronds oméga sigma, c'est l'endroit où je mets TD en fait, eh bien, on va avoir T, la densité d'effort surfacique interne, qui va être égale à TD. Est-ce que vous voyez mieux maintenant ce que ça représente physiquement, en fait? Alors maintenant, je vais essayer aussi de répondre à Lisa sur la partie cisaillement. Imaginons, j'ai un tenseur des contraintes complet. Donc, il s'écrit comme ça. Bon, il est symétrique, hein, mais je ne le mets pas forcément ici symétrique au sens où je ne mets pas forcément la même dénomination de la composante. Voilà, il est comme ça. Intéressons-nous, par exemple, à une surface. Donc, ce tenseur des contraintes, il est en un point M. Et on va s'intéresser à une surface, voilà, qui a pour normale E3. Alors, cette surface n'est pas forcément une surface physique. Hein. Ça peut être une surface virtuelle à l'intérieur de mon solide. Lisa, dans le tenseur que je viens de donner, est-ce que tu peux me dire où sont en fait les contraintes de cisaillement? Les contraintes de cisaillement sont en c'est Elles tout ce s'appellent qui est comment? sigma 1,2, sigma 1,3, sigma 2,3 et pareil puisque le tenseur est symétrique. Tout à fait. Donc tout ça, c'est des contraintes de cisaillement. Donc comment j'écris cisaillement? Hop là. Donc par négation, eh bien tout ce qui n'est pas ça, ce sont les contraintes normales. Donc ce qui veut dire que ici, je peux représenter en ce point M, sur cette surface orientée par E3, donc qui a pour normale E3, je peux représenter mon vecteur contrainte.
Alors, on y va. Je vais avoir un petit peu besoin d'un peu plus de place. Voilà. Donc, on va se mettre comme repère, on va se mettre E1 comme ça et E2 comme ça. Donc, si je veux calculer mon vecteur contrainte que je veux dessiner, T, il faut sigma fois n. Donc, pour le cas particulier ici, T égale sigma, une fois contracté, à E3. Est-ce que vous pouvez me donner les composantes, s'il vous plaît, de ce vecteur contrainte-là avec ce que je viens de vous donner? Donc, vous écrivez simplement sigma, une fois contracté, à E3. Ça donne quoi? Je dirais sigma 3,1, sigma 3,2 et sigma 3,3. Alors, ça va faire sigma. Alors, on va l'appeler 1,3, mais c'est bien 3,1, tu as raison, hein, ça marche aussi. Ensuite, tu as dit 2,3, 2,3 et 3,2. Pardon, 1,2. pourquoi ça? Je comprends pas. Pardon, sigma 3,3. Ah, d'accord, ok. Sigma 3,3. Donc, pour obtenir ça, on a simplement fait la multiplication hein, de la matrice qui est là-haut. Je ne vais pas la réécrire, je vais la dupliquer. Hop. Voilà. Et juste pour avoir un peu de place, je vais enlever ça. Et on l'a simplement contracté avec le vecteur E3, 0, 0, 1. Et ça fait bien le résultat que Lisa vient de nous donner. OK, ça marche. Donc, ce vecteur-là, je peux le tracer. On y va. Donc, on va tracer la première composante. Allez, on va la tracer en vert. Donc, suivant l'axe E1, la composante que j'ai, c'est ça. Et ça, c'est sigma 1,3 que je viens de tracer là. Ça, c'est ma première composante. Ça va pour tout le monde? Vous m'arrêtez dès que ça ne va plus. Bien. Alors ensuite, j'ai une composante suivant l'axe 2, 3. Suivant l'axe 2, pardon, je vais y arriver. Donc c'est une composante vectorielle qui va avoir comme longueur sigma 2, 3 et elle est parallèle à l'axe E2. La voici. Donc ça, c'est sigma 2, 3 que je viens de tracer là. La dernière, elle est parallèle à E3 et elle vaut en longueur sigma 3, 3. Donc on y va, parallèle à E3. Voilà. Et ça, c'est sigma 3, 3 que je viens de tracer. Ça va pour tout le monde? Le vecteur résultant, il est là. Et ça, ce que je viens de dessiner là, c'était le vecteur contrainte lié à cette facette-là. En ce point-là. Est-ce que ça va pour tout le monde, ça? Oui. Donc, vous apercevez que la composante normale en bleu, elle s'appelle normale parce qu'elle est parallèle à la normale de la facette qu'on est en train de calculer. Et que toutes les composantes de cisaillement sont dans le plan de la facette qu'on est en train d'étudier. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important. Chaque fois qu'on aura des choses dans le plan, ça sera du cisaillement. Chaque fois qu'on aura des choses qui sont normales au plan, c'est ce qu'on appelle des contraintes normales. Si par exemple, vous avez un effort, une pression normale, par exemple sur votre solide, eh bien, ça va vous engendrer à l'intérieur une contrainte normale. Et vous n'aurez pas de contrainte de cisaillement. Est-ce que ça évoque des questions, tout ça, pour vous? Alors, je vous pose une petite question moi. Imaginons donc que j'ai un point M
qui soit partagé par 2 sous-domaines de oméga. Donc là, j'ai oméga. J'ai un point M qui est partagé par 2 sous-domaines. Celui-ci, on va l'appeler D1. Celui-ci, on va l'appeler D2. L'état de contrainte ici, c'est sigma. Et l'état de contrainte, en fait, comme il est lié au point M, bah, sigma de M, c'est le même que je sois ici ou là, puisque je suis lié au point M. OK. Intéressons-nous à D1. Que vaut le vecteur T sur D1? Je vais le mettre en bleu. Il vaut quoi? Je vous écoute. Que vaut ce vecteur? Le vecteur contrainte en M relatif au sous-domaine D1. Je dirais bah, c'est la même chose en fin de compte qu'en haut. De toute façon. Mais vas-y, dis-moi ce qu'il vaut. Donc, bah, si on prend les mêmes axes, on va dire, entre guillemets, on a toujours sigma 1,1, sigma 2,3 et sigma 3,3. Alors, je suis déconnecté de ce qu'il y a au-dessus là. Ok, Donc d'accord. mon tenseur, je l'ai appelé sigma, tout simplement. Je suis dans le sous-domaine D1. Que vaut le vecteur contrainte au point M? En fait, c'est peut-être trop facile ma question. Hein. Ben, c'est sigma fois la normale. Enfin, contracté une fois à la normale. Tout à fait. On y va. Donc c'est sigma, je vais l'écrire en bleu, qui est au point M, une fois contracté à la normale. Et où est la normale? Je ne l'ai pas dessinée. Donc il faut peut-être que je la dessine. Hein. Alors on y va. Je vais déplacer un petit peu mon point M là. Donc ma normale sortante de mon domaine, elle est là. Ça, c'est la normale sortante de mon domaine D1. Tiens, je vais la faire en bleu, comme ça. Voilà. Mais du coup, D1 et, enfin, le domaine D1 et D2, ils vont se contrer. Donc, Attends, on n'a pas fini. ah, Ouais. C'est tout à fait ce à quoi je veux arriver. Ensuite, ça, c'est donc mon vecteur contrainte qui est ici. Je vais le dessiner en bleu. Il est là. Donc ça, c'est celui que j'ai appelé TD1. Vous êtes d'accord? Ensuite, si je me considère maintenant le domaine D2, alors on va commencer tout de suite par la normale. Elle est où la normale sortante? Comment je dois la dessiner? Là, je suis sur le domaine D2. Oui, je t'écoute. À l'opposé? Tout à fait. C'est le vecteur opposé à n. Donc ça, c'est le n de D2. On va la mettre en rouge, par exemple. Voilà, ça, c'est le n de D2. Ça marche? Et maintenant, que vaut T2? T, le vecteur contrainte en D2. Il vaut quoi? Bah, la même chose. Au-dessus. Alors, sauf que le n que j'ai en bleu et le n que j'ai en rouge, ils sont opposés. Ça va être moins ce qu'on a au-dessus. Donc, en fait, ça fait moins n. Voilà, tout à fait. Ça marche? Ok. Ok. Ensuite, vous savez que action plus réaction doit être égale à 0. Donc ça, c'est obligatoire, en fait. Donc vous avez T de D1 plus T de D2 qui doit être égal à 0. Donc, vous en déduisez quoi? Vous en déduisez que, alors sigma, c'est le même, en fait, hein, qu'il soit bleu ou rouge, c'est exactement le même, puisque je suis au point M. Et donc là, vous allez en déduire que sigma
n plus sigma de moins n doit être égal à 0. Ça marche? Et donc là, en fait, ce que vous apercevez, c'est que vous avez forcément, de l'autre côté, T2D2, qui est dans ce sens-là, et qui est l'opposé de T2. Pardon. C'est le même, en fait. Je vais y arriver. Ça veut dire que tout simplement, les deux sont confondus. Ça, c'est mon T2, D2. Donc, j'ai le même vecteur, en fait, de contact. C'est bon? Donc, en fait, ce vecteur T, là, il dépend que de la normale et de l'état de contrainte. En M. Ce truc-là, ça, c'est T. Et ça, c'est moins T. Donc, je retrouve que T égale T. OK. On fait un exemple? Oui. Allez. Donc, on va se donner un tenseur des contraintes qui va dépendre de la position du point. Et ce tenseur des contraintes, il va valoir... alors, qu'est-ce qu'il vaut dans mon exercice? Il est très simple. Il va valoir, en fait, E sur R, qui sont deux constantes, fois x2, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ça, c'est un tenseur que vous connaissez déjà, en fait. C'est un tenseur des contraintes de traction. Mais attention, ce n'est pas de la traction homogène. N'oubliez pas qu'il est donné en un point M et que mon point M, il a pour composante x1, x2, x3. Donc, vous voyez que mon tenseur des contraintes, en fait, il va varier en fonction de la position du point sur lequel je vais me trouver. Je vais étudier un cube. Alors, ça ne ressemble pas tout à fait à un cube, mais croyez-moi, c'est un cube. Ce cube-là, je vais mettre une origine au centre. Je vais faire sortir E1 comme ça. Sur cette face-là, on va faire sortir E3. C'est pas très joli, ça. Je suis pas vraiment au centre. On va faire sortir E3 comme ça. Voilà, ça c'est E3. Et on va faire sortir E2 vers le bas comme ça. Et ça, c'est mon origine qui est au centre du cube. Mon cube, en fait, il fait A d'arête. Donc, si je veux, par exemple, me retrouver sur cette face-là, on va l'appeler la face S1, puisqu'elle a pour normale, donc E1, par exemple. Et on va l'appeler S2, celle qui a pour normale E2, S-2, celle qui a pour normale moins E2. Donc, par exemple, celle-ci, ça c'est S-2. Celle qui est devant, là, c'est S-3, etc. Ça, c'est S1. Vous voyez le principe? Et en fait, je ne vois pas S2, il est dessous, en fait. S2, il est dessous. Est-ce que vous voyez bien le problème, là? C'est bon? Donc, si par exemple, je me place en un point M qui est ici, quelles sont les composantes de M ici? À titre d'exemple, hein. C'est quoi ces composantes? C'est A sur 2 E1, moins A sur 2 E2 et 0 E3. Moins A sur 2 et
0 fois. Tout à fait. C'est tout bon. Donc là, vous voyez que si effectivement je déplace mon point M suivant l'axe 2, je ne vais pas avoir la même valeur de x2. Donc du coup, par exemple, celui-ci, là, il est assez simple, hein, il vaut aussi A sur 2, mais il vaut plus A sur 2. Donc du coup, mon autre point M que j'ai là, appelé M', eh bien, il est toujours sur la même face, de normal E1, mais par contre, eh bien, comme sigma, j'aurais dû le mettre tout de suite, en fait, sigma dépend de M, eh bien, automatiquement, je ne vais pas avoir la même valeur du tenseur des contraintes en M et en M'. Voilà. Ça va pour tout le monde, là? Le problème est bien posé pour vous? Alors, la première chose que je vais vous demander, c'est est-ce que le tenseur des contraintes que je viens de vous donner, est-ce que sigma respecte les équations d'équilibre dans tout le volume? Alors, à vous, dites-moi comment vous montrez que sigma respecte ou ne respecte pas les équations d'équilibre dans tout le volume. Qu'est-ce que vous faites pour voir ça? J'ai dit le mot volume, donc ça vous fait penser à quoi dans la partie sténique du cours? Aux actions volumiques. Eh ben ouais, mais sauf que c'est pas ça. Mais il y a un lien quand même, bien sûr, parce que les actions volumiques, les actions, ce qu'on appelle les actions à distance volumique, elles vont bien faire partie de l'intégrale sur le volume. Donc il y a un lien quand même, mais c'est pas que ça. Je reviens au tout début. Là, cette équation-là. Qu'est-ce que ça veut dire que sigma doit respecter les équations d'équilibre dans tout le volume? Grosso modo, ici, cette formule-là, vous avez vu qu'on pouvait la séparer en deux. Cette partie-là, qui doit être égale en fait à 0, et cette partie-là, qui doit être égale à 0. En plus, comme c'est quel que soit le vecteur V, V chapeau, ça veut dire qu'en fait, j'ai divergence sigma plus FD moins rho gamma qui est égal au vecteur nul, et j'ai T qui est égal à sigma fois N. Ça, c'est la définition qu'on a utilisée tout à l'heure. Donc, si je veux regarder en fait si mon solide respecte les équations dans le volume, quelle intégrale je dois regarder? Celle de gauche ou celle de droite? Je dirais celle de droite. Celle-ci, elle fait référence à une surface. Ah, Donc, c'est celle de gauche, donc c'est celle de gauche. qui est sur le volume. Donc, si je veux savoir si sigma respecte les équations d'équilibre dans tout le volume, il faut que je fasse le calcul de la divergence de sigma plus FD égale 0 en statique. Il faut que je montre ça. Donc la première chose à faire, c'est de calculer la divergence de sigma. Allez, donnez-moi, s'il vous plaît, la divergence de sigma.
Vous avez sigma juste au-dessus. Hein. Donnez-moi déjà la relation générale. On l'a vu la dernière fois. On l'a vu même la semaine dernière. Oui, d'abord, il faut calculer le gradient de sigma et après, il faut le contracter 2 fois avec l'identité. Tout à fait, sauf que on ne va pas faire ça à chaque fois, puisqu'on a démontré une fois pour toutes quelle était la relation, et c'est celle qui se trouve dans ton formulaire, en fait. Oui, oui, c'est ce qu'il faut faire, hein, bien sûr, mais sauf qu'on ne le fait pas à chaque fois. Là, en fait, on est dans une base orthonormée, donc en fonction de toutes les composantes, sigma 1,1, sigma 1,2, etc., tu peux me donner la formule générale de la divergence, en fait. C'est ça que je veux dire. Tu vois? On l'a fait la semaine dernière. Hein. Si vous reprenez vos notes de la semaine dernière, vous allez trouver. Je vous écoute. Moi, je me souviens simplement qu'on était passé par le trace de le trace du gradient. Ouais. Mais je suis pas tout à fait sûre que ce soit en lien avec ce qu'on en fait là maintenant. Si. On avait montré que, en fait, la divergence d'un tenseur d'ordre 2, quelconque, hein, c'était ici d de sigma ij sur d de xj ei. On avait montré ça. Donc ça vous donne un vecteur qui vaut d de sigma 1, 1 sur dx1 plus d de sigma 1, 2 sur dx2 plus d de sigma 1, 3 sur dx3. Ça, c'est la composante suivant E1. Ensuite, d de sigma 2, 1 sur dx1 plus d de sigma 2, 2 sur dx2 plus d de sigma 2, 3 sur dx3. Ça, c'est la composante suivant E2. Ensuite, d de sigma 3, 1 sur dx1 plus d de sigma 3, 2 sur dx2 plus d de sigma 3, 3 sur dx3. Voilà, ça, c'est la relation générale de ma divergence de sigma. Ça, là, c'est dans le formulaire de trigonométrie qu'il y a, dans le formulaire, pardon, d'analyse que vous avez sur Moodle. Et on l'a aussi fait la dernière fois en soutien. Il y a quelqu'un qui a ah ben, la note de soutien, je dois l'avoir, on va vérifier. Tac, 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 tac. On avait fait, hop, la divergence, elle est où? Ça, c'était le gradient, la divergence, voilà. Donc ça, c'était la divergence d'un vecteur. Et là, nous avons calculé ensuite, ici, à partir de là, on a calculé la divergence en fait d'un tenseur d'ordre 2 qu'on a appelé T. Et la formule que je viens de vous écrire, elle est là. Elle est dans le formulaire. Et ensuite, regardez bien, ben, je vous l'ai écrit là. Vous avez tous retrouvé ça?
Dites-moi. Ouais, effectivement, oui. Bon, si vous ne relisez pas vos cours et vos notes de soutien avant de venir, du coup, ça va être super catastrophique parce qu'on va passer un temps fou à revenir en arrière, vous voyez ce que je veux dire? C'est drôlement ennuyeux parce qu'on ne va pas pouvoir avancer vraiment, quoi. Bon, je vous blâme pas, je sais que vous avez plein de boulot, hein, c'est pas ça que je veux dire, mais il faut un minimum parce que sinon, on va pas pouvoir du tout avancer puisque forcément, on va construire sur les bases de ce qu'on a vu juste avant. Chaque fois, on va faire ça. OK. Bon, bah, maintenant que vous avez la formule générale, vous pouvez me calculer la divergence pour le cas particulier de ce tenseur-là? Je vous écoute. Que vaut le premier terme de mon vecteur? Divergence de sigma. 0. Oui, il vaut 0. Donc pour l'exemple, hein, divergence de sigma égale 0 suivant E1. Ensuite, que vaut le deuxième terme suivant E2? On va calculer celui-là, on calcule celui-là. Il fait 0 aussi. Il fait 0. Oui. Et que vaut le deuxième terme ici? 0 aussi. 0 aussi. Donc en fait, cette divergence est nulle. Cette divergence est nulle. Donc ce qui veut dire que ça m'entraîne que FD égale 0. Puisque divergence de sigma plus FD doit être égal à 0, ça veut dire que FD égale 0. FD, en général, je vous avais dit, c'est quoi? C'est quoi FD? Et là, il y a quelqu'un qui me l'a dit que c'était un. Je sais plus si c'était Alexis ou Antoine, je sais plus. Donc FD, c'est quoi? La densité surfacique de force. Non. Non, malheureusement, c'est l'inverse, c'est pas du tout ça, quoi. C'est l'autre. La densité volumique, dans ce cas. Ce sont les actions volumiques à distance, tout à fait. Les actions volumiques. Par exemple, vous avez oméga et vous avez FD partout qui s'applique sur le volume. Ça peut être un champ magnétique ou ça peut être... qu'est-ce que ça peut être? Une La action à gravité. distance. Comment? C'est Roger, du coup. Oui, ça peut être le poids. Le poids, tout simplement. Ouais. Ouais, en général, c'est ρ g et puis suivant un vecteur. Donc là, si je prends une gravité à peu près normale, ça serait suivant E2, là. Ouais. Vous voyez? Voilà, là, ça serait ρ g, E2, effectivement, ça c'est FD. Donc ça, c'est mes efforts volumiques à distance. Et c'est pour ça que je les retrouve, ce FD, vous le retrouvez ici. Il est là. Parce que je suis sous l'intégrale de volume sur D. Donc ça, ce sont les efforts volumiques à distance. OK, ça c'est FD. Donc que vaut FD ici? Du coup, il vaut 0. Ça signifie quoi? Ça c'est pour l'exemple, hein, pour l'exercice, il vaut 0. Cela signifie quoi en fait? Si on veut que notre tenseur des contraintes respecte en fait l'équation dans tout le volume, on trouve qu'il faut que FD soit nul. Qu'est-ce que ça signifie? C'est-à-dire que la divergence de la contrainte est aussi nulle. Mais ça, on l'a calculé, on a montré qu'elle était nulle. Mhm. Et on en a déduit qu'il fallait forcément, du coup, pour qu'il respecte l'équation de la statique, enfin qu'il soit, je veux dire, en équilibre sur tout le volume, il fallait absolument que FD soit égal à 0. Qu'est-ce que ça veut dire physiquement, du coup, si on prend FD égal à 0? C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'action volumique, donc pas d'action externe. Donc, pas de poids. Pas de Ça veut poids, dire qu'on pas est d'action obligé de magnétique. négliger le poids, en fait.
C'est-à-dire que le tenseur des contraintes qui vous est donné, il ne prend pas en compte le poids de la structure. Parce que sa divergence est déjà nulle, en fait. Si on voulait qu'il prenne en compte le poids, il faudrait que sa divergence soit égale à moins FD. Donc, par exemple, moins ρg dans le cas présent. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on est obligé de négliger le poids. Si on ne néglige pas le poids, ben, en fait, le tenseur des contraintes qui est donné ne respecte pas l'équilibre dans le volume. Donc, à contrario, ben, si on vous donne le tenseur et qu'on vous dit il faut qu'il respecte, voilà, et bien à ce moment-là, vous êtes obligé de négliger le poids. Ça va pour tout le monde là? Donc FD forcément nul, on prend forcément nul ici. Ça marche. Calculez-moi maintenant, s'il vous plaît, le vecteur contrainte sur la facette. Alors on va prendre la facette par exemple de normale E2. Quel que soit le point M, élément de S2, c'est-à-dire la facette qui a pour normale E2, c'est celle qui est E2 est comme ça, donc c'est celle qui est dessous en fait. C'est que j'ai noté la S2 qui était dessous. Allez, calculez-moi, s'il vous plaît, le vecteur contrainte. Que vaut le vecteur contrainte? Antoine, dis-nous ce qui vaut ce vecteur contrainte. Comment tu es en train de le calculer là? Explique-nous. Je fais sigma contracté à n. Tout à fait. Alors, la première chose à faire quand on vous demande de calculer un vecteur contrainte, c'est de repérer quelle est la normale. La normale ici, c'est E2. Donc le fameux n dont tu parles, c'est E2. D'accord? Ensuite, il faut que tu me dises en fait quelles sont les composantes de M sur cette face. Quel que soit M en fait, qu'est-ce que c'est ces composantes? x1, x2, x3. Ah non. Si tu me donnes x1, x2, x3, ça veut dire que M peut être n'importe où à l'intérieur de mon volume. Ah non, il est que sur la face de droite, c'est ça? Non, il est sur la face de normale E2, celle du dessous. Donc 0, A2, A sur 2 et 0. Non. Il est n'importe où sur la face. Donc il est en x1, A sur 2, x3. Ok, partout sur la surface 2. Et il peut être n'importe où sur la surface S2. Ça marche? Ok. Du coup, que vaut sigma? Qu'on a vu en haut. Il y a une seule composante qui n'est pas nulle, c'est la première, sigma A1, avec E sur Alors, R, en fait, x2. on peut l'écrire comme ça aussi. Hein. On peut l'écrire comme ça. On peut écrire... Attends. Je vais y arriver. Alors, on peut l'écrire comme ça. On peut dire que sigma, c'est E sur R, x2, E1, tensoriel E1. C'est plus rapide de l'écrire comme ça. Effectivement. Et donc, ici, que vaut x2? A sur 2. Voilà, donc il vaut, en réalité, sur cette face-là, il vaut E sur R, A sur 2, E1, tensoriel E1. Donc la première chose, c'est de commencer par écrire ce que vaut le tenseur des contraintes à l'endroit où on se trouve. Ça marche? Une fois qu'on a fait ça, on va calculer effectivement T, comme tu étais en train de nous le dire, hein, donc c'est-à-dire sigma, une fois contracté à n. Allez, je vous écoute, ça fait. Donc E sur R, A sur 2, E1, tensoriel E1.
Et c'est quoi n ici? À E2. E2. Ça, c'est égal à quoi? Définition d'algèbre tensorielle classique, c'est égal à quoi? Ça, c'est ce qu'on a vu lors du premier soutien sur l'algèbre. A1, Comment? c'est, il me semble que C'est la c'est égal définition, en fait. Il à faut E1. juste me donner la définition. Euh, Produit tensoriel une fois contracté entre un tenseur d'ordre 2, qui est E1 tensoriel E1, et E2. il me semble que ça donne E1. Non. Ça donne E1 facteur de E1 scalaire E2. Et ça, c'est delta 1, 2. Et delta 1, 2, ça vaut 0. En fait, tout ça, ça fait 0. Mon vecteur contrainte est nul sur la facette qui est en dessous là, de mon petit cube. Sur la surface S2, en fait, j'ai pas de vecteur contrainte interne. J'ai pas de T, en fait. Donc, ça veut dire quoi? Du coup, ça va entraîner que TD doit être égal à 0. Pas d'effort surfacique externe sur S2. Voilà, je ne peux pas en avoir. Sinon, si j'en avais, bah, mon tenseur des contraintes ne serait pas bon, quoi. Celui que je vous ai donné ne serait pas bon. Donc là, ça veut dire que sur la face S2, en fait, je n'ai pas de tenseur de contrainte. Ok, on peut faire exactement le même calcul de normal E2. On pourrait faire exactement la même chose. Par exemple, on pourrait faire la même chose, calcul de T sur S-2. Et on trouverait, bah, pareil, on va trouver la même chose, on va trouver que T est égal à 0. Alors, on pourrait faire la même chose avec les surfaces avant et arrière, celles qui ont pour normal E3, ça c'est l'arrière, et moins E3, ça c'est l'avant. D'accord? Allez, on va le refaire. Par exemple, c'est toujours dans le même cas là, dans le même type de question, calcul de T sur S3. Allez, on refait toute la démarche. Et vous répondez à chaque fois, quel que soit M élément de S3, vous me donnez la réponse. Que vaut N sur S3? E3. E3, merci. Que sont les composantes du point M sur cette face S3? X1, X2. X1, X2. Alors du coup, moi je suis arrivé un peu en retard, du coup j'ai pas eu le temps de voir. J'imagine que c'est A sur 2 aussi. A sur 2, tout à fait. X1, X2, A sur 2. Ouais, c'est ça. Que vaut sigma, du coup, en M? Je vous écoute. E sur R, X2. Et ben après, c'est Voilà, il vaut ça. E1, E1. E1 tensoriel E1. Il vaut E sur R, X2, E1 tensoriel E1. C'est parfait. Ok, bon, vous voyez que c'est pas le même que tout à l'heure, hein, parce que tout à l'heure, on avait E sur R, A sur 2. Là, on n'a pas ça. On a ER, X2, E1 tensoriel E1. Que vaut T? Parce que c'est ce qu'on cherche.
eh bien, on remplace par tout ce qu'on a trouvé, c'est-à-dire E sur R, x2, E1, tensoriel E1. Une fois contracté à quoi? On dit que N, c'était E3, donc à E3. Trois. Cette bestiole-là, là, ça vaut quoi? Ça vaut E1. Oui, vas-y. E1 fois. Ouais, E1 fois E1. Oui, delta 1,3. Donc ça vaut 0. Donc tout ça, ça vaut 0. Donc il n'y a pas d'action surfacique externe, entre autres, sur S3. C'est pareil sur S-3. C'est pareil. Sur la face de l'autre côté, c'est pareil. OK, on fait le dernier. Donc ça, c'est une question à part, on va la traiter. Maintenant, eh bien, vous me calculez la même chose, T, vecteur contrainte, sur la face de normale E1. Alors, on y va. Comme on est en train de regarder ça, la première chose qu'il faut qu'on fasse, c'est un point M sur cette face, il a quelle composante? A sur 2, A sur 2, x2, x3. x2, x3, tout à fait. Ça marche. La normale, c'est quoi de cette face? E1. C'est E1. C'est parfait. OK. Que vaut sigma en un point M de cette surface? E sur R. x2. E1. Une fois contracté. Tensoriel. Ouais, Tensoriel E1, une fois contracté à E1 du coup. E1. Que vaut ce truc-là? E1, delta 1,1. Et donc ça fait E1. E sur R, x2, E1. Attendez, là j'ai fait un raccourci malheureux. Hop, 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 hop. On a tout écrit à la suite. En fait, c'était qu'on venait de calculer. C'était sigma de M fois N qu'on vient de calculer. Donc ça, c'était mon vecteur contrainte. En fait, il vaut E sur R fois x2, E1. Donc vous voyez que mon vecteur contrainte ne va pas être le même sur la face, suivant la position où je vais me trouver, suivant x2. Donc ça veut dire, si je redessine ma face, là, ça c'est ma face de normale E1. Donc là, ici, je suis en plus A sur 2, et là, je suis en moins A sur 2. Bon, là, j'ai tout le reste de mon cube derrière. Eh bien, si je dessine mon vecteur contrainte, du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je vais être en plus A sur 2, il va être positif et il va valoir une valeur comme ça, puisqu'il va être positif par rapport à E1. Voilà, ça c'est T. Ça c'est T en plus A sur 2. Et si vous avez x2 égale moins A sur 2, ben en fait vous allez être négatif par rapport à E1. Donc vous allez être comme ça. Ça c'est T en moins A sur 2. Et si vous êtes par exemple en x2 égale 0, ben, mon T, mon vecteur contrainte, il va être nul. Donc là, ça me permet de tracer finalement tous mes vecteurs contraintes. Vous voyez, ils sont normaux à la facette, puisqu'en fait, ils sont portés par l'axe E1. Et voilà, ça, ce sont tous mes vecteurs contraintes que j'ai sur cette facette, de normal E1. Alors là, je les ai dessinés que dans un plan. Mais si j'avais voulu faire le dessin correctement, en réalité, ces vecteurs que je viens de dessiner, bah, par exemple, en haut, là, ils sont tous comme ça. Et en bas, ils sont tous comme ça.
Alors là, c'est un peu plus dur, et donc du coup, il faut faire le dessin dans l'espace. Voilà. Et en fait, tous mes vecteurs contraintes sont comme ça, partout, en fait, sur ma facette. Ça va? Vous voyez à peu près ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en fait, je peux l'extruder, en fait, mon profil, je vais avoir le même partout. Est-ce que ça va pour tout le monde? Oui. Oui. Ouais? Ça va, ouais. Ok. Donc du coup, alors on peut aussi faire le calcul suivant la facette portée par moins E2, moins E1, pardon, et on va trouver qu'il est aussi non nul, hein. Alors sur la surface, en fait, S-1, donc en fait la normale, ça va être moins E1. Si vous regardez bien, la seule chose que ça va vous changer à la fin, ça va faire E sur R x2, et là vous allez avoir un moins E1 ici. Donc ils vont être inversés, les vecteurs contraintes, par rapport à la facette qu'on vient de calculer ici. Alors ce qui est intéressant ici maintenant, c'est de calculer les résultantes. Donc la résultante, donc ça je vais vous donner ça à faire et puis vous me le renverrez, puisqu'on ne va pas faire plus d'1 heure de soutien, parce que je pense qu'après vous allez craquer. Et moi il faut que j'aille prendre mon petit repas. Donc Il faut bien ici, manger, hein. comment? Il faut bien manger. En fait, non, en ce moment je jeûne, alors donc en plus je mange très très peu. Ah oui, d'accord, effectivement. Ouais. Alors, donc, ici, si on veut calculer, par exemple, sur la facette S1, on va calculer la résultante des efforts. Des efforts internes. Alors, on y va. Je vous rappelle, la résultante des efforts internes, c'est l'intégrale sur ma facette de T ds, tout simplement. Donc ici, ça va être l'intégrale. Alors, ma facette, ma face, elle est là. Je remonte. Elle est là. Vous voyez que si je veux faire une intégration sur cette face-là, il faut que je fasse varier mon point courant suivant E2 de moins A2, moins A sur 2 à plus A sur 2, et suivant la direction 3 de moins A sur 2 à plus A sur 2. Donc ça me donne les bornes de mon intégrale. Jusqu'à présent, on n'a jamais mis de bornes, puisque c'était des intégrales au sens général. Donc on va intégrer de moins A2 à plus A2, de l'intégrale de moins A2 à plus A2, et T, eh bien, c'est E sur R x2 E1, et le ds, qu'est-ce qu'il vaut ds ici? Mon petit élément d'air, il vaut quoi? DX1. On est sur quelle face, monsieur? On est sur la face de normale E1. Alors, du coup, ça doit être DX2, DX3. Tout à fait. dx2, dx3. C'est bon? Alors, on fait la première intégrale, ça donne quoi? Donc celle-ci, on la fera plus tard. La première intégrale. On intègre par rapport à x2, ça donne quoi? Ça fait EX carré. Ouais, X2 carré Oui, sur 2R. oui. euh, Et il me reste plus que... Alors ça, c'est mon intégrale, pardon. C'est ma primitive que je dois calculer entre moins A sur 2 et plus A sur 2. Et puis après, il me reste ce truc-là. Une fois que je l'ai calculé, il faut que je fasse encore l'intégrale par rapport à dx3. Ouais. Et ça fait... Alors, attention, c'est toujours porté par E1. Qu'est-ce que ça fait, cette primitive-là? Dites-moi. Le calcul, en fait, de la primitive entre moins A sur 2 et plus A sur 2. E fois A carré sur 32R.
Non, non, je suis pas sûr. Sur 2R, non. je pense plutôt. De Non, non, sur 2R. sur 4. Alors, on développe. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? C'est E sur 2R. On peut le mettre en facteur, lui. Hein. Facteur de x2 carré pour A. Donc, ça fait A carré sur 4. Vous êtes d'accord? Oui. Oui, oui. Oui. Et c'est moins Moins A carré sur 4. sur 4. Donc ça fait E carré sur 4R. Moins A au carré, ça fait A au carré. Ah, mais là, ouais, bah, c'est nul en fait. Bah, bien sûr. Ah, bah, ouais. D'accord. Donc ça, c'est le vecteur nul. Il n'y a pas de résultante d'effort interne sur ma face 7 de normal E1. Alors que vous voyez qu'il y a pourtant des vecteurs contraintes non nuls sur cette facette. Et quand vous les intégrez sur toute la face, là on le voit bien ici, hein, quand vous intégrez sur toute cette face-là, bah, vous voyez bien qu'en fait, Ça celui-là s'annule. va s'annuler avec celui-là, celui-là va s'annuler avec celui-là, etc. Et donc le résultante est bien une résultante nulle. Ma résultante en effort est égale à 0. Je n'ai pas de résultante en effort. Et donc, ce que je vous demande de faire est de me renvoyer en PDF pour voir si vous avez compris. Vous me calculez, s'il vous plaît, le moment résultant. Alors, on va le donner au milieu là, de la face. On va appeler ce milieu-là O1. Donc, vous me donnez le moment résultant O1. Alors, O1, je vous le représente sur le gros, il est là en fait. Vous me calculez le moment résultant avec les relations que vous connaissez, que vous avez vues. Vous me calculez ce moment résultant exactement comme on a fait le calcul de la résultante, sauf que cette fois-ci, vous allez calculer en O1 le moment résultant interne. D'accord. OK? Et vous m'envoyez ça par PDF. Faites-le pendant que c'est chaud. Et si vous n'y arrivez pas, vous me montrez jusqu'où vous êtes arrivé et sur votre PDF, je vous donnerai la solution. Ok. Ok, ouais. On fait comme ça? Une fois que vous l'avez trouvé sur E1, vous pouvez faire la même chose sur l'autre face. Hein. Vous pouvez le faire aussi sur moins E1. Sur moins E1, en fait, le point, bah, il va être là. Et ça, c'est O'1. Il est là, il est de l'autre côté. Quoi. Ça, c'est moins E1, en fait. Normalement, si tout va bien, vous devriez trouver le même moment, mais à un signe opposé. Prêt. Ça marche? Ok. Allez, eh bien, j'attends vos PDF et je vous souhaite un bon appétit et une bonne Merci. continuation dans la semaine. Et on se retrouve lundi. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne soirée, bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée.